le grand enjeu aujourd'hui, il est vraiment systémique. Il y a un enjeu à inventer une nouvelle manière de faire société. En fait, on peut commencer par prendre un enjeu comme le climat, qui s'emballe encore plus rapidement que ce qu'on anticipait dans le dernier rapport du GIEC. Et à partir du moment où on commence à tirer cette pelote du climat, en fait, tous les autres problèmes surgissent. C'est-à-dire que le climat est également lié à la 6e extinction de masse, donc à la problématique de biodiversité. Partant de là, on peut évoquer le fait que la plupart des ressources planétaires sont en train d'être dépassées et qu'il y a des points de non-retour qui sont atteints, avec des effets seuils qui sont en train d'entraîner des effets boule de neige très inquiétants. Le climat et la biodiversité impactent en premier lieu les plus démunis, donc les minorités, que ce soit les femmes, les plus pauvres. Donc il y a un véritable enjeu de justice sociale qui est en train de s'accentuer très très fort. Et partant de là, un sujet de démocratie aussi, c'est-à-dire que on pressentait qu'il y avait un réel problème de démocratie dans les pays occidentaux comme la France depuis des décennies. Et là, en fait, on est vraiment en train de mettre le doigt dessus. On l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes, qui, à mon sens, est la première crise de social-écologie et qui a mis en exergue le fait que même en France, la démocratie ne fonctionne plus de la manière dont on l'a mise en place. Donc en fait, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Le système économique actuel, évidemment, qui pouvait fonctionner dans un monde avec 450 millions d'habitants, mais qui ne fonctionne plus dans un monde à 8 milliards d'habitants. Donc il y a véritablement un nouveau mode de société à réinventer, à mon sens. Quels sont les freins au changement? C'est une très très bonne question. Les scientifiques aujourd'hui appellent un changement rapide et profond de nos modes de vie. Et en fait, on a toujours vu dans l'histoire qu'il y a toujours quelques décennies entre le moment où les scientifiques annoncent de nouvelles découvertes ou vérités et le moment où la société les prend véritablement en compte. Donc il y a toujours un effet de latence dans les changements de paradigme civilisationnels. Et là, le souci, c'est qu'on n'a pas ce temps devant nous. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'attaquer aux freins du changement. Les freins du changement, c'est principalement la prise de conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des gens n'a pas conscience de l'urgence écologique. Et pendant la Convention citoyenne pour le climat, les 150 citoyens de la Convention l'ont bien dit, ils se sont pris une baffe monumentale lors de la première session, quand Valérie Masson-Delmotte et les scientifiques sont venus leur exposer les faits. Donc aujourd'hui, tout simplement, les citoyens n'ont pas connaissance de la gravité de la situation. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ceux qui ont conscience de la gravité de la situation changent ? Eh bien, c'est difficile de changer parce que la société est construite de telle sorte que, à partir du moment où nous sommes français, par exemple, nous avons un mode de vie qui pollue. En France, je crois qu'on émet autour de 8 tonnes de CO2 par an, alors qu'en réalité, il faudrait avoir un bilan neutre. À minima, passer sous les 2 tonnes et compenser ce qu'on émettrait par an. Le mode de vie global n'est vraiment pas adapté à nos enjeux. Et ensuite, l'habitude. Et là, on rentre dans la psychologie cognitive et puis les fonctionnements du cerveau. Il y a une partie dans notre cerveau qui s'appelle le striatum et qui nous empêche en fait de changer du jour au lendemain. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est compliqué et qu'il faut véritablement avoir une volonté et une forme de coaching, une forme de discipline qui est plus facile quand on est plusieurs à l'appliquer. Donc seul, c'est toujours beaucoup plus difficile que quand on est plusieurs à faire les choses en même temps. Oui, je pense que la question de la cohérence et de la pureté sont vraiment des pièges. C'est-à-dire que à partir du moment où on vit, on pollue d'une certaine manière. Quand j'expire, je rejette du CO2. Donc, faut pas tomber dans cette exigence impossible de pureté et de cohérence totale, parce que ça n'existe pas sur Terre. En revanche, considérer ça comme un idéal asymptotique, la cohérence, oui.
Et aller vers plus de congruence, ça rend également heureux, beaucoup plus heureux, en plus d'avoir des effets positifs. Nous, on a beaucoup fait face à ces problématiques lors des campagnes On est prêt, de personnalités qui disaient « mais je suis pas cohérent, donc je ne peux pas prendre la parole, je ne suis pas légitime ». En fait, le truc, c'est que personne n'est parfait. Aurélien Barraud, tous les scientifiques du GIEC ne sont pas parfaits. Mais il faut parler, il faut prendre la parole, il faut agir au maximum. Moi, ce pourquoi j'œuvre, c'est véritablement faire advenir une société qui remette en son cœur le vivant, la justice sociale et la démocratie. Et donc, en fait, pour faire advenir cette société-là, j'utilise énormément le levier des arts et des médias, soit en tant que productrice, soit en tant que facilitatrice. D'une part, je produis des vidéos, des campagnes de communication, des événements qui ont pour vocation d'informer dans un premier temps et de donner des outils pour passer à l'action dans un deuxième temps. Donc d'un côté, voilà, j'utilise beaucoup la production, la vidéo donc sur les réseaux sociaux et Internet, et la plupart du temps, c'est repris dans les médias traditionnels. Donc il y a aussi un impact médiatique dans un second temps. Donc ça, c'est mon premier levier. Et le deuxième levier, c'est de rassembler au maximum des gens qui ne se parlent pas habituellement. Donc, quelque part, la facilitation. Je pense vraiment qu'un des enjeux du XXIe siècle, c'est l'intelligence collective et la transversalité. Et je le constate beaucoup en France et dans d'autres pays. En fait, les gens ont du mal à se coordonner. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de coordonner au maximum les créateurs vidéo entre eux, les créateurs vidéo avec les experts en amont, donc les experts qui décryptent le monde, qui trouvent des solutions, de sorte à ce que ça puisse venir alimenter les contenus vidéo ou artistiques, et dans un troisième temps, les coordonner avec ceux qui font sur le terrain, donc les activistes, les ONG, les entrepreneurs sociaux, de faire parler tout ce monde-là ensemble. Et le pari de la première campagne On est prêt, c'était de se dire, si ces créateurs vidéo qui habituellement parlent des mêmes sujets à des temps différents, de manière différente, avec des débouchés, des call to action différents, si on les fait parler tous en même temps, est-ce que ça peut démultiplier l'impact ? En fait, si on arrive à créer une symphonie à partir de cette cacophonie, est-ce qu'on arrive vraiment à sortir du lot et à faire entendre notre voix ? Et sur la première campagne, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. On est prêt, c'est vraiment un mouvement qui est né d'une première campagne qui avait pour vocation de rassembler donc des artistes, que ce soit des artistes sur Internet, des chanteurs, des acteurs, des réalisateurs. Donc rassembler ces artistes-là, les faire travailler avec des experts et les faire travailler avec des faiseurs. Et l'envie est née de créer cet écosystème d'intelligence collective. La première campagne, ça a été une campagne qui invitait à agir pour le climat pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois, fin 2018, tous les jours, il y avait un défi pour le climat qui était proposé aux youtubeurs et à la communauté, à leur communauté, sachant que chacun avait plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de followers. Et les défis étaient crescendo. Le premier jour, je nettoie ma boîte mail parce que Internet est l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Deuxième jour, j'adopte une gourde. Et de manière crescendo, comme ça, jusqu'au milieu des 30 jours, on s'adresse aux maires des villes qui ont beaucoup de pouvoir et on leur demande d'adopter des repas bio, locaux, végétariens dans les cantines. Et défi final, maintenant qu'on a montré qu'à notre niveau, on agissait, qu'on prenait nos responsabilités en tant que citoyens, eh bien on s'adresse à l'État et on lui demande de prendre ses responsabilités et on attaque l'État en justice pour inaction climatique depuis des décennies. Et donc après cette première campagne-là, qui était vraiment focalisée sur le climat, la réponse du gouvernement en France a été de dire on fait déjà ce qu'on peut au niveau du gouvernement, mais il y a 2 France qui s'opposent, les gilets jaunes et les écolos, et quand on essaye d'agir au niveau écologique, ça ne fonctionne pas. La preuve étant les gilets jaunes. Donc début 2019, avec d'autres personnes, et notamment Mathilde Imer, Cyril Dion et les Gilets citoyens, on a beaucoup œuvré à la convergence entre les mouvements sociaux et les mouvements écolos. Cette convergence a abouti au mois de mars 2019, de manière publique, dans les médias, dans les marches pour le climat, tout ça.
Et ça a permis à Mathilde, Cyril et les Gilets citoyens de négocier avec le gouvernement la Convention citoyenne pour le climat. Donc le tirage au sort de ces 150 citoyens à qui on a demandé de travailler pendant plusieurs mois avec des experts contradictoires, des entrepreneurs, enfin plein d'acteurs de la société civile. On leur a demandé de répondre à la question comment réduire d'au moins 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Voilà, donc on est prêt à couvrir cette convention citoyenne avec beaucoup de contenu pédagogique pour informer le grand public de ce qui est en train de se passer. Cette convention citoyenne, elle est en train d'essaimer au niveau territorial, au niveau des villes et puis dans d'autres pays. Les 150 citoyens ont rendu leurs mesures. Le président Macron a fait la promesse de transmettre sans filtre ces mesures au Parlement, mesures réglementaires ou référendums. Donc on attend les référendums et là, les citoyens sont en train de suivre l'application de ces mesures au niveau parlementaire. Et donc on est prêt, suit chacune de ces étapes, la documente et lors du rendu des 149 propositions des citoyens, on a fait une petite vidéo rappelant à Emmanuel Macron sa promesse démocratique. Un autre cheval de bataille très très important, c'est la construction de nouveaux récits d'utopie lucide, c'est-à-dire de partir du constat qu'aujourd'hui il y a une crise des imaginaires et qu'il faut véritablement apprendre à remuscler nos imaginaires parce qu'on n'en a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui pour inventer une nouvelle manière de faire société qui nous emmène pas dans la dystopie. Et aujourd'hui, dans les films de cinéma, dans les livres, ce qui nous est la plupart du temps montré, c'est un monde en ruine, comme ce qu'on peut voir dans Mad Max. Et on a besoin véritablement de l'inverse, c'est-à-dire de se donner un cap commun, et notamment un monde où on mettrait en son cœur les principes du vivant, le respect du vivant, comme on vit dans un monde où on ne produit plus de déchets, où on relocalise, où on revoit les valeurs, où l'argent n'est plus ce qui nous rend heureux, où la consommation n'est plus ce qui nous rend heureux, où justement c'est le fait de faire lien les uns avec les autres, avec la nature, qui pourrait nous rendre véritablement plus heureux, et c'est ce qui est constaté scientifiquement par ailleurs. Donc pour travailler sur ces nouveaux imaginaires, là j'adopte donc le deuxième rôle plus de facilitatrice, et là on est en train de mettre en place justement des formats pour faire travailler les communautés que j'ai citées précédemment, à savoir les artistes, scientifiques et les faiseurs, afin que les artistes impulsent une nouvelle vision et une nouvelle culture. L'envie de passer par les créateurs web, je dis créateurs web pour pas dire youtubeurs ou instagrammeurs parce qu'ils aiment pas, mais mon envie de passer par des créateurs web, c'est parce que je constate qu'aujourd'hui, la jeunesse les regarde, et si on veut toucher les jeunes, je vois pas d'autre solution que de passer par eux. Et pour moi, ce sont vraiment eux les nouveaux médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un créateur web prend son téléphone, fait une story et touche des millions de jeunes. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en touchant la jeunesse, via ces porte-paroles cool que la jeunesse admire, eh bien en fait, les jeunes ensuite vont parler à leurs parents et à leurs grands-parents, et donc ça, c'est un effet de pédagogie inversée qui est très très puissant. Pourquoi les artistes ? Parce qu'en fait, les artistes, en touchant véritablement à notre émotion, ont une capacité de nous émouvoir et de nous mouvoir bien supérieure aux scientifiques. Qui a déjà pleuré en lisant un rapport du GIEC et qui a déjà pleuré en regardant Titanic ? Enfin voilà, je crois vraiment à l'alignement entre les émotions, la tête et le corps qui passe à l'action. Comment on construit un récit commun ? Eh bien, c'est beaucoup de travail, c'est en rassemblant les gens. C'est en rassemblant les gens, en proposant des choses, en discutant. Et en fait, lors de la première campagne On est prêt, j'ai proposé un récit commun, co-construit avec plein d'autres scientifiques. Et en fait, ils s'en sont saisis parce que ça faisait sens pour eux.
et parce qu'ils ont été associés aux différentes étapes du processus également. C'est-à-dire qu'ils m'ont vu investiguer, ils ont vu les échanges qu'il y avait avec les scientifiques, les ONG, et donc en fait, il y a eu quelque part une co-réflexion, une co-construction, même si tous n'ont pas été moteurs au même niveau. Moi, mon rêve, ce serait vraiment que ce qu'on a fait en France là puisse être fait dans d'autres pays et également de manière coordonnée entre plusieurs pays. Je suis allée au Maroc il y a 1 an parler de tout ça et il y a beaucoup de personnes de la société civile et des médias qui ont été intéressées et qui ont voulu un peu reproduire la même chose. Faute de temps, j'ai pas pu m'investir à l'époque, mais je sais qu'en Afrique aussi, il y a des artistes comme Tiken Jah Fakoly qui sont très engagés et qui ont envie de faire bouger les choses dans ces pays francophones. Et j'aimerais beaucoup les aider à mettre en place ce qu'on a pu faire en France. Parce que y a aussi des créateurs web, il y a aussi des chanteurs qui sont concernés, qui sont engagés, qu'on peut accompagner à se sentir plus légitime dans la prise de parole. Et donc, je trouverais ça vraiment formidable que ces mouvements se développent en Afrique également. Parmi les personnes qui m'inspirent, il y en a 2 qui me viennent. Naomi Klein depuis des années. Je la remercie pour toute l'investigation qu'elle a faite. Au départ, elle n'était pas écolo et c'est vraiment en comprenant les inégalités sociales dans le monde qu'elle s'est rendue compte que la cause était de plus en plus environnementale et que justement les minorités trinqueraient en premier. Et en fait, toute la pensée qu'elle construit est cruciale, à mon sens. Donc pour moi, Naomi Klein est une penseuse vraiment incontournable. J'aimerais beaucoup travailler avec elle. Et l'autre, c'est Baptiste Morisot, que j'ai découvert il y a peu de temps. Et pour moi, il incarne une pensée complète, c'est-à-dire qu'il est aussi pisteur de loups, en même temps qu'il est philosophe. Et en fait, sur le terrain, il explique qu'il développe une intelligence globale. C'est-à-dire qu'en étant dans l'intuition, il y a plein de capacités cognitives qui se réveillent et il arrive justement à déployer aussi bien ses capacités physiques et animales, parce qu'on est malgré tout des animaux, que ses capacités philosophiques de construction de récits. Et je trouve que c'est un très très bel équilibre.